On a vu que l'objet du droit international était étendu, il n'était pas limité, il pouvait concerner virtuellement des situations purement internes. On a vu que les sujets du droit international n'étaient pas limités. Il y a des sujets de droit international, les États et les organisations, mais les sujets internes, personnes physiques et morales, reçoivent aussi la personnalité internationale et, dans une moindre mesure, la capacité. Ce qui caractérise peut-être mieux le droit international, ce n'est donc ni le domaine, ni les sujets, ce sont plutôt les caractéristiques de ce droit, et spécialement les techniques du droit international. C'est le troisième et dernier paragraphe de notre introduction, paragraphe 3, les caractéristiques du droit international, la permanence des techniques du droit international. Alors, quelles sont ces caractéristiques du droit international et pourquoi c'est sous l'angle des techniques qu'on le comprend correctement, le droit international? Il y a d'abord des caractéristiques qu'on prête au droit international. La première est le caractère horizontal ou anarchique, entre guillemets, de l'ordre international. On souligne que les États sont égaux entre eux, qu'il n'y a pas une autorité supérieure, comme dans les situations internes où les personnes sont assujetties, sont des sujets soumis avec un assujettissement à une autorité supérieure. Non, en droit international, il n'y a pas d'autorité supérieure, il n'y a pas de chef, d'où le concept d'anarchie et d'horizontalité. Les États sont égaux. Il y a certes l'Organisation des Nations Unies, mais elle n'est pas un super-État au-dessus des États. L'Organisation des Nations Unies est un lieu de concertation entre les États. Et donc cette caractéristique, l'absence de phénomène de soumission, de pouvoir, d'assujettissement, serait la spécificité du droit international. Et pour partie, c'est vrai. Les relations entre États sont des relations juridiquement entre égaux. La puissance est évidemment une chose plus complexe. Mais du point de vue du droit, les États sont formellement en situation d'égalité. Il n'y a pas de supérieur hiérarchique. Mais c'est simplement une caractéristique des relations interétatiques. En réalité, le droit international fonctionne comme un phénomène d'autorité pour ceux qui sont devenus ces sujets les plus habituels, c'est-à-dire les sujets internes que sont les personnes physiques et morales. Le droit international donne des droits, les droits de l'homme, le droit des investissements, aux sujets internes sans leur demander leur avis, de haut en bas, en les assujettissant. Et ce ne sont pas que des droits. Le droit international crée beaucoup d'obligations en matière civile et puis aussi en matière pénale. Il suffit de songer à la Cour pénale internationale, au statut de la Cour pénale internationale qui soumet les criminels internationaux à une procédure répressive à laquelle ils sont assujettis. Donc en réalité, le droit international connaît ces phénomènes d'autorité, même si on ne les trouve pas au stade des relations interétatiques, mais qui ne sont qu'une partie des relations internationales. Et du reste, en réalité, même dans le domaine interétatique, on peut retrouver exceptionnellement des phénomènes de type hiérarchique. On peut penser aux voies de recours. Par exemple, dans le domaine des voies de recours dans l'Organisation mondiale du commerce, avec un organe d'appel qui se situe au-dessus, entre guillemets, des groupes spéciaux qui décident à première instance. Donc avec ce système des voies de recours dans le domaine juridictionnel, on voit réapparaître des hiérarchies organiques. Et quand on considère cet ensemble de facteurs, on s'aperçoit que l'anarchie du droit international, l'horizontalité, c'est vrai, mais c'est une caractéristique d'une partie du droit international, c'est-à-dire des relations interétatiques. On dit aussi, on prête une autre caractéristique au droit international, on dit que le droit international est fondé sur une logique qui serait la logique de l'opposabilité et non pas la logique de la validité. En droit international, un acte n'est pas
légal ou illégal, plutôt valable ou nul, un acte est apprécié par chaque sujet et il peut être opposable à tel sujet et inopposable à tel autre. Un acte objectivement nul, entre guillemets, mais qui serait accepté par tel ou tel sujet, lui deviendrait opposable. Et donc on ne pourrait pas parler aisément d'un droit objectif, toujours vrai et vrai pour tous. Il faudrait nécessairement apprécier chaque relation juridique individuelle et, en fonction de cela, déterminer l'opposabilité de tel ou tel acte. Et c'est vrai. Il est vrai que, quand on parle de la validité des actes unilatéraux en droit international, lorsqu'on parle de la validité des traités en droit international, le phénomène de l'opposabilité est un phénomène central. Mais il faut nuancer la spécificité du droit international sous l'angle de l'opposabilité, qui est une spécificité réelle, à deux égards. D'abord, il existe des domaines du droit international où des mécanismes relativement objectifs, entre guillemets, ont été mis en place. C'est par exemple le cas de l'annulation dans le contentieux de l'Union européenne, un acte qui fait disparaître objectivement l'acte annulé de l'ordre juridique européen. On peut penser aussi au mécanisme de la Cour pénale internationale, qui, certes, c'est un traité avec l'autorité relative de la chose jugée, mais qui aboutit à des condamnations qui se réalisent de façon concrète par l'enfermement des personnes, et donc dans une logique qui s'apparente à la logique entre guillemets objective du maintien de l'ordre public en droit interne. Mais surtout, au-delà de ces cas particuliers, on s'aperçoit que quand on se tourne vers le droit national, la validité, la logique de la validité, l'objectivité qu'on prête au droit international est bien souvent plus dans les livres que dans la réalité. Dans la réalité, les effets des actes varient suivant la réaction des sujets. Il y a ceux qui les acceptent et se les rendent opposables. Il y a ceux qui en demandent la nullité, et c'est une nullité généralement relative. Donc seulement dans une situation particulière, suivant tel ou tel autre lien d'instance, suivant que telle ou telle personne a transigé sur telle ou telle situation, on s'aperçoit que l'objectivité du droit interne est vraie pour certaines règles d'ordre public, est pour partie vraie, mais elle est aussi en grande partie exagérée. Et quand on compare sous l'angle de la logique de la validité et de l'opposabilité droit international et droit interne, on s'aperçoit que, dans les deux cas, c'est affaire de degrés. On peut simplement dire qu'en droit international, la logique de l'opposabilité a une place supérieure, en général, que dans la plupart des droits internes. On ne cerne pas ainsi la spécificité du droit international. Si on veut le faire, il faut se tourner vers les techniques du droit international. Les techniques de formation, d'application et enfin d'exécution. Technique de formation d'abord. Le droit international se forme de façon particulière et spécifique. Le droit international, c'est le droit qui échappe à la volonté d'un État agissant seul. C'est un droit international au sens où, en amont de toute réglementation internationale, il faut un accord qui peut être réalisé par les usages, par la coutume ou par les traités, mais il y a un accord, ou du moins un concours, sinon nécessairement un accord, du moins un concours de plusieurs États. Il reste que sous l'angle de la formation du droit international, les actes unilatéraux des États jouent un rôle important. Et par exemple, on peut penser à un État qui délimite sa mer territoriale ou sa zone économique exclusive. Un État, par un décret, comme en France, fixe la limite extérieure de sa zone économique exclusive. C'est un décret, c'est un acte de droit interne. Et pourtant, c'est la limite extérieure de la zone économique exclusive. C'est alors un acte de droit international. Mais quelle est la bonne solution? Est-ce que c'est un acte interne ou est-ce que c'est un acte international?
Et on voit que pour y répondre, les techniques de formation ne suffisent pas. Il faut voir quelles sont les techniques d'application du droit international. Et effectivement, le droit international a ses propres techniques d'application, ses propres procédures arbitrales, judiciaires, mais surtout diplomatiques. La négociation est le cœur de l'activité internationale. Et alors on va s'apercevoir que si l'acte de délimitation de la zone économique exclusive est contesté, par exemple, devant le Conseil d'État français, c'est le décret interne qui apparaît, l'acte de droit français, de droit national. Si en revanche, on va contester l'opposabilité de la zone économique exclusive devant la Cour internationale de justice ou dans un tribunal arbitral, alors c'est l'acte international qui va apparaître, et c'est l'opposabilité de l'acte international qui sera discutée. C'est donc maintenant, à travers les techniques d'application, qu'on va mieux comprendre et qualifier définitivement le résultat des techniques de formation. Et pourtant les techniques d'application, même en complément des techniques de formation, ne suffisent pas toujours. Parfois, nous sommes confrontés à des sentences arbitrales qui résultent à la fois de lois, de contrats, de traités, et on ne sait pas si, en réalité, on est dans une procédure interne ou dans une procédure internationale. On ne sait pas si on est vraiment dans une procédure d'application du droit international et du droit ou du droit interne. Pour régler cette question, et donc pour trouver la bonne solution, on se tourne alors vers la troisième série de techniques du droit international, les techniques d'exécution. Et on va voir que si la sentence arbitrale, si la décision est garantie par les techniques d'exécution du droit international, si son autorité est garantie par le droit international qui permet d'utiliser ces procédures pour en obtenir éventuellement l'exécution forcée, alors on peut en conclure que le mécanisme d'application était un mécanisme d'application du droit international et que l'acte appliqué était un acte de droit international. Dans le cas contraire, on conclura que, c'est-à-dire si l'autorité n'est pas une autorité de droit international, avec un pouvoir d'exécution du droit international, alors on conclura que la procédure était une procédure de droit interne et que l'acte appliqué était un acte de droit interne. On voit donc que pour comprendre le droit international, pour l'isoler, pour le définir, il faut le concours de ces trois techniques propres qui, ensemble, en constituent le concept. Les techniques d'application, les techniques de formation, les techniques d'application et les techniques d'exécution, ce seront les trois titres et l'objet de ce cours.